As-tu déjà entendu parler du déploiement de troupes étrangères dans l'État américain du Nouveau-Mexique parce que les gangs perturbent l'ordre public? À ce jour, cet État reste un endroit où l'ordre public est précaire, mais aucun pays n'a jamais demandé l'envoi de troupes au Nouveau-Mexique. Cependant, aux Nations Unies, les États-Unis ont demandé la permission d'envoyer des troupes en Haïti sous prétexte de gérer la situation des gangs là-bas. On devrait interroger les États-Unis sur leur capacité à contrôler leur propre État et à le libérer des gangs. Après un vote aux Nations Unies, qui sont souvent considérées comme une marionnette de l'Occident, la permission d'intervenir en Haïti a été accordée. Mais pourquoi l'Occident, en particulier les États-Unis, s'intéresse-t-il autant à Haïti? Eh bien, cela remonte à l'histoire d'Haïti et à de nouveaux plans troubles visant à l'occuper. L'histoire a montré que l'Occident crée des conflits dans une région, puis y intervient pour résoudre ces conflits, lui offrant ainsi une opportunité de rester dans ces régions pour mener à bien ses missions ouvertes. Alors, que cherche l'Occident en occupant Haïti, et quelles sont les conséquences pour les Haïtiens? Découvrons cela dans cette vidéo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé le déploiement d'une force multinationale armée pour faire face aux défis de la violence des gangs généralisés et de l'instabilité politique en Haïti. Le Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, a constamment appelé à une assistance militaire, un appel soutenu par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et les États-Unis. Lors du vote, 13 membres du Conseil ont voté en faveur, tandis que la Russie et la Chine se sont abstenus. Bien que soutenue par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la force ne sera pas formellement sous le contrôle de l'ONU. C'est le Kenya qui devrait diriger la mission, en fournissant 1000 agents de police. Un soutien a également été offert par les voisins caribéens d'Haïti, tels qu'Antigua et Barbuda, les Bahamas et la Jamaïque. La force multinationale, appelée « Soutien multinational à la sécurité », devrait opérer en Haïti pendant 12 mois, le moment de son déploiement restant à déterminer. La résolution appelle également à un arrêt mondial des ventes d'armes à Haïti, sauf à des fins de sécurité approuvées. Un conseiller du Premier ministre Henry a salué le vote, exprimant son optimisme quant à la capacité de la mission à lutter contre l'insécurité générale. Les gangs contrôlent actuellement de vastes zones de Port-au-Prince, entraînant un déplacement massif et une insécurité généralisée. Les objectifs de la mission comprennent le renforcement de la sécurité locale et le soutien à la police nationale haïtienne dans leur lutte contre les gangs. Malgré le soutien international existant, les forces de sécurité d'Haïti continuent de faire face à des défis en raison d'un personnel insuffisant et de ressources inadéquates. Le Premier ministre Henry a pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies, soulignant l'urgence d'une mission militaire pour rétablir l'ordre. Il a mis en avant la montée de la violence, une inflation dépassant les 50% et l'insécurité alimentaire touchant 4 900 000 Haïtiens. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a appelé à un soutien international au plan, s'engageant à fournir une aide financière et logistique substantielle. Le Conseil de sécurité, souvent entravé par des blocages, a été salué par l'ambassadeur américain pour avoir pris une décision historique montrant la capacité des Nations Unies à mobiliser une action collective, mais cela a également exposé les Nations Unies. Cela a montré que seules les résolutions présentées par des pays puissants comme les États-Unis seront acceptées, qu'elles soient justes ou non. Oui, la règle du plus fort est la règle qui prévaut aux Nations Unies. Dans un autre scénario, Haïti recevrait-elle un soutien si elle présentait une résolution demandant une intervention militaire au Nouveau-Mexique parce que les États-Unis ne sont pas capables de le gérer? Eh bien, la réponse est non. C'est pourquoi la Chine et la Russie, tout en s'abstenant de voter, ont exprimé une approche prudente et responsable en approuvant l'embargo sur les armes de la résolution. Les critiques de MEX ont exprimé leurs préoccupations concernant les scandales passés des missions de maintien de la paix de l'ONU en Haïti, notamment des allégations d'abus sexuels et l'introduction d'une épidémie de choléra. Certains Haïtiens remettent également en question la légitimité du Premier ministre Henry, qui a pris la direction du pays après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Henry soutient que des élections en retard dépendent de l'obtention d'un niveau de sécurité de base. Le représentant spécial de l'ONU en Haïti a souligné le soutien à la mission dans le cadre de son mandat, précisant qu'il ne s'agit pas d'une mission de l'ONU. La résolution, rédigée conjointement par les États-Unis et l'Équateur, accorde la permission aux troupes étrangères de rester en Haïti pendant 1 an, sous réserve d'un examen après 9 mois.
L'administration Biden s'est engagée à financer l'opération à hauteur d'au moins 100 millions de dollars. Jeffrey de Laurentius, le représentant adjoint des États-Unis aux Nations Unies, a averti que cette mission avait été lancée à la demande du gouvernement haïtien et de la société civile pour faire face à l'insécurité prolongée et à la crise humanitaire dans le pays. Le déploiement de la mission vise à répondre aux besoins immédiats d'Haïti et à établir les conditions de sécurité nécessaires à la stabilité à long terme. Le Kenya avait précédemment proposé de contribuer avec 1000 agents de police, et les Bahamas, la Jamaïque et Antigua et Barbuda se sont également engagés à envoyer des forces. Malgré l'intervention internationale, de nombreux Haïtiens s'opposent en raison de l'histoire désastreuse des interventions passées de l'ONU, des États-Unis et d'autres pays étrangers. Il y a près de 2 décennies, les États-Unis ont orchestré un coup d'État pour renverser le président démocratiquement élu d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide. En 2022, alors ambassadeur de France en Haïti, Thierry Burkhardt, a déclaré au New York Times que la France et les États-Unis avaient essentiellement organisé un coup d'État contre Aristide. Il a affirmé qu'ils avaient exercé des pressions sur Aristide pour qu'il démissionne et organise son exil, suggérant que l'implication de la France pourrait avoir été motivée par la demande de réparation d'Aristide. Un autre ambassadeur français, Philippe Sell, a informé le journal que la décision d'extrader le président Aristide avait été préméditée. En réponse, James Brendan Foley, ambassadeur des États-Unis en Haïti lors du coup d'État, a réfuté les allégations de collaboration avec la France pour renverser Aristide. Il a critiqué le rapport du New York Times en affirmant qu'il n'y avait aucune preuve étayant une affirmation historiquement significative. Mex a clairement indiqué qu'il n'était pas politique des États-Unis de renverser Aristide et a expliqué qu'Aristide avait demandé l'assistance des États-Unis, ce qui avait conduit à la décision d'envoyer un avion pour sa sécurité après des discussions nocturnes. Le 1er mars 2004, la représentante du Congrès américain, Maxine Waters, et l'ami de longue date de la famille d'Aristide, Randall Robinson, ont déclaré qu'Aristide leur avait informé par téléphone portable clandestin qu'il avait été contraint de démissionner et enlevé par les États-Unis. Il a prétendu avoir été retenu en otage par un garde militaire armé. Aristide a réitéré ses déclarations dans une interview avec Amy Goodman de Democracy Now! Le 16 mars 2004, affirmant qu'il n'avait pas démissionné et qualifiant cela de nouveau coup d'État ou d'enlèvement moderne. De nombreux partisans du parti Fonmi Lavala et d'Aristide, ainsi que certains partisans étrangers, ont condamné la rébellion comme un coup d'État contrôlé par l'étranger orchestré par le Canada, la France et les États-Unis pour renverser un président démocratiquement élu. Un livre de 2007, dénonçant le déluge, Haïti, Aristide et la politique de confinement par Peter Alwar, soutient cette perspective, en documentant les événements qui ont précédé le 29 février 2004 et en concluant que la rébellion était un coup d'État moderne financé et orchestré par des forces alliées au gouvernement américain. Dans un rapport publié le 28 octobre 2005, Granma, le service officiel de presse cubain, a affirmé que le politicien américain Caleb M. Sekari avait orchestré la destitution d'Aristide. Certains témoins sont venus témoigner en prétendant avoir vu Aristide escorté par des soldats américains sous la menace des armes. Des sources proches d'Aristide affirment également que l'administration Bush a entravé les efforts visant à renforcer ses gardes du corps, bien que la Steele Foundation, l'organisation fournissant les gardes du corps d'Aristide, ait refusé de commenter. Selon un article du Washington Times d'avril 2004, M. Aristide a intenté un procès à Paris accusant des responsables français non nommés de menaces de mort, d'enlèvement et de séquestration en lien avec son départ pour l'Afrique. L'administration Bush a nié ces accusations, affirmant qu'Aristide avait demandé de l'aide de sa propre volonté et était monté à bord d'un avion américain. Le secrétaire d'État Colin Powell et d'autres ont réfuté la revendication mexicaine d'enlèvement en affirmant qu'Aristide était monté dans l'avion de sa propre volonté. Les États-Unis ont insisté sur le fait qu'Aristide avait rédigé et signé sa lettre de démission de manière indépendante. Aristide a contesté que la lettre qu'il avait laissée derrière lui ne constituait pas une démission officielle. Il a déclaré « Il y a un document qui a été signé pour éviter un bain de sang, mais il n'y avait pas de démission formelle. » Selon la traduction de l'ambassade américaine, la lettre indique « Ce soir, je démissionne pour éviter un bain de sang. J'accepte de partir avec l'espoir qu'il y aura de la vie et non de la mort. » Une traduction légèrement différente a été fournie par Albert Waldman, professeur de linguistique et spécialiste du créole haïtien à l'Université de l'Indiana à Bloomington. Plus récemment,
une mission de l'ONU a laissé derrière elle une épidémie de choléra qui a fait près de 10 000 morts en Haïti. Des responsables de l'ONU ont été accusés de violences sexuelles généralisées, y compris contre des enfants. Amnesty International s'est inquiété de l'intervention, citant l'utilisation présumée continue de la force illégale par le Kenya contre les manifestants. Les militants pour la paix ont critiqué cette action comme étant une invasion dirigée par les États-Unis. En 2021, l'envoyé spécial des États-Unis en Haïti a démissionné en signe de protestation contre les politiques de l'administration Biden en Haïti, mettant en avant le désir du peuple haïtien de recevoir un véritable soutien pour déterminer son propre chemin sans interférence extérieure. Ce n'est pas la première fois que le Conseil de sécurité vote en faveur du déploiement de ce que les Haïtiens appellent une force en Haïti, et celle-ci compte une participation multinationale. En 2004, suite au coup d'État soutenu par les États-Unis contre Jean-Bertrand Aristide, élu démocratiquement, le Conseil de sécurité a autorisé les Nations Unies à envoyer des troupes, avec l'armée brésilienne à leur tête, environ 5 000 soldats. À l'arrivée des troupes chinoises, leur inaction consistait à attaquer les partisans du président qui avait récemment été renversé lors d'un coup d'État. Pendant les 13 années qui ont suivi, ils ont participé à plusieurs lynchages à travers le pays, ainsi qu'à de nombreux cas de viol visant à la fois des femmes et des enfants. Malgré les efforts des groupes féministes, des organisations du mouvement social et des membres de la société civile, ces individus n'ont pas obtenu justice en raison de l'immunité dont bénéficient les troupes de l'ONU. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et de vous abonner à notre chaîne pour regarder davantage de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Revenons maintenant à notre sujet. En 2010, le nombre de troupes a augmenté après le séisme, ce qui a provoqué une épidémie de choléra principalement causée par la contamination de sources d'eau potable par les troupes, sources utilisées par les Haïtiens à diverses fins, y compris la boisson et la cuisine. Cette négligence flagrante envers la dignité haïtienne a entraîné la mort de 10 000 personnes, et aujourd'hui, Haïti continue de lutter contre des épidémies de choléra. À leur arrivée, les troupes de l'ONU semblaient davantage axées sur la sécurisation des actifs multinationaux que sur la stabilité qu'elles étaient censées apporter. Malgré un investissement financier substantiel de plus de 7 milliards de dollars pendant le mandat de l'ONU en Haïti, peu d'impact positif est visible aujourd'hui. La présence des troupes s'est réduite, et nous avons maintenant une mission de l'ONU plus orientée politiquement en Haïti, chargée officieusement d'organiser des élections. Cependant, l'ONU a été complice dans le soutien d'élections frauduleuses ayant conduit à l'établissement du parti au pouvoir actuel, qui en est à sa 3e itération. Le Premier ministre, agissant en tant que président, n'a jamais été élu par le peuple haïtien. Par conséquent, l'ONU a joué un rôle dans la déstabilisation de la démocratie en Haïti, où il n'y a actuellement ni parlement ni mécanisme de contrôle et d'équilibre contre le cabinet des ministres. Cela résume certains des défis résultant de la mission de l'ONU en Haïti. Alors qu'elle était stationnée en Haïti, la mission de l'ONU avait pour mission de former la police à lutter contre les gangs. Malheureusement, au lieu de constater des progrès, nous assistons maintenant à une situation préoccupante avec 500 000 armes illégales circulant dans le pays, provenant des États-Unis. On dit que le Premier ministre a demandé cette intervention. Mais qui demandera si ce Premier ministre est illégitime en lui-même ? On a également dit que la société civile avait demandé cette occupation. Cependant, en réalité, si une faction cherche un soutien pour les forces de police, la majorité des gens poussent les États-Unis à contrôler leurs frontières et à empêcher l'afflux d'armes illégales en Haïti. Les États-Unis sont aux prises avec un problème continu de contrôle des armes, et dans la lutte plus large contre le peuple, en particulier le peuple d'Haïti, les fabricants d'armes finissent par émerger comme les gagnants. Selon les rapports de l'ONU, certaines des armes les plus modernes proviennent des États-Unis vers Haïti. Que fait le gouvernement américain, ou permet-il délibérément ce trafic afin de créer des conflits en Haïti et d'avoir une excuse pour intervenir ? En 2004, lorsque la mission de l'ONU a reçu l'autorisation, elle a obtenu le soutien de la communauté caribéenne, qui persiste aujourd'hui avec des pays comme la Jamaïque et les Bahamas s'engageant à participer à l'intervention multinationale. Cependant, comme souligné précédemment, ce qui s'est essentiellement produit, c'est l'érosion de la souveraineté d'Haïti. Depuis 2004, un groupe appelé le Groupe de base, composé du Brésil, de l'Espagne, de l'Allemagne, du représentant des Nations Unies, du représentant de l'Organisation des États américains, des États-Unis, du Canada et de la France,
a influencé les décisions qui ont un impact sur le peuple haïtien et supervisé le démantèlement du Parlement. Le peuple haïtien a déjà enduré ce type d'occupation, et la situation actuelle reflète ce schéma historique. De plus, nous devons également nous concentrer sur les investissements étrangers en Haïti. Alors que les récits aux États-Unis se concentrent souvent sur le chaos et la domination des gangs, il y a un afflux substantiel d'investissements étrangers, notamment dans les minéraux. Des rapports indiquent des gisements d'une valeur pouvant atteindre 20 milliards de dollars en or, en cuivre et en métaux des terres rares telles que l'iridium, avec des entreprises canadiennes et américaines qui jouent un rôle significatif. Le gouvernement actuel a été accusé de diverses malversations telles que la fraude et le blanchiment d'argent. Le peuple haïtien comprend que la mission de l'ONU ne se concentre pas véritablement sur la résolution des problèmes liés aux gangs. Pendant la présence de l'ONU, on a constaté une augmentation notable du nombre de gangs, atteignant un total de 200, dont 95 exercent leur contrôle sur la zone métropolitaine de la capitale. Il est intéressant de noter que les bases de l'ONU semblent stratégiquement placées pour correspondre aux investissements multinationaux, en particulier dans les zones de libre-échange. Il ne s'agit pas seulement des investissements multinationaux. Le gouvernement actuel, en maintenant son 3e mandat, a activement soutenu ces investissements au lieu de prioriser des domaines cruciaux tels que l'infrastructure et les programmes sociaux pour la population locale. Les Haïtiens croient fermement que cette occupation vise non pas à établir l'ordre, la stabilité ou la démocratie, mais plutôt à protéger des intérêts spécifiques, permettant à certaines personnes d'accumuler de la richesse tandis que la majorité fait face à une pauvreté croissante. De nombreuses voix ont exprimé leurs préoccupations face à cette situation. Il est essentiel de souligner que les critiques vont au-delà des investissements multinationaux. Le gouvernement actuel a activement contribué à subventionner ces investissements au lieu de s'attaquer à des domaines vitaux tels que l'infrastructure et les programmes sociaux pour le bien-être du peuple haïtien. Cela renforce la condamnation de la population haïtienne, car elle perçoit le véritable motif derrière l'occupation. Cette démarche valide la nature criminelle du gouvernement actuel, qui a été impliqué dans de nombreuses atrocités, notamment des massacres et des viols collectifs. Jonglant entre ses responsabilités de Premier ministre et de chef de la police, Ariel Henry porte une responsabilité directe dans la détérioration de la situation. La demande du Premier ministre en faveur d'une intervention étrangère renforce l'approbation de la communauté internationale envers un régime responsable de graves violations des droits de l'homme. Les États-Unis, en tête de cette initiative, s'engagent avec 100 millions de dollars. Imaginez l'impact que pourrait avoir cette somme considérable si elle avait été investie, disons, il y a 2 ans, pour faire face à la crise humanitaire ou renforcer le gouvernement de consensus préconisé par l'accord de Montana. En d'autres termes, les États-Unis sont prêts à dépenser 100 millions de dollars pour une intervention militaire qui donnera des résultats temporaires au lieu de l'investir dans le renforcement du système civil en Haïti. Cela montre de mauvaises intentions. En réfléchissant au déploiement de 1000 policiers kényans, il faut se demander comment ils aborderont les problèmes fondamentaux du système de gouvernance d'Haïti. Qu'il s'agisse d'amener 15 Bahaméens ou 150 Jamaïcains, le défi persiste. Pourront-ils résoudre efficacement ce problème ? La préoccupation est qu'au lieu de le résoudre, ils pourraient involontairement légitimer un système sans crédibilité. De plus, cette intervention militaire encouragera davantage les gangs à prendre les armes et à aggraver la situation. Auparavant, lorsque la police d'Haïti tirait des gaz lacrymogènes, les gangs incendiaient des maisons. Maintenant, Haïti est en plein milieu d'une crise humanitaire pressante, avec des femmes et des filles subissant des viols collectifs dans des conditions déplorables, parfois en présence de leurs enfants. La situation implique une population déplacée et luttant contre la faim. Cependant, Ariel Henry n'est pas la personne équipée pour résoudre cette crise. Contrairement à la stratégie actuelle, le gouvernement américain pourrait promouvoir activement un règlement négocié au lieu de se concentrer uniquement sur le déploiement de troupes étrangères. C'est parce qu'Haïti a besoin d'une résolution qui examine les problèmes fondamentaux et favorise un gouvernement engagé envers des valeurs positives. Les gangs ont également réagi à l'intervention militaire étrangère. Le chef de gang le plus puissant d'Haïti, Jimmy Charizier, a juré de lutter contre toute intervention armée étrangère. Il a déclaré que si les troupes étrangères venaient et commençaient à tirer et à massacrer des gens, les Haïtiens se lèveraient et combattraient jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Cela signifie que non seulement les gangs, mais les Haïtiens sont prêts à s'opposer aux troupes étrangères.
Il sera très difficile pour ces troupes de lutter contre les gangs, surtout lorsque la population locale ne soutient pas l'intervention étrangère. Le peuple d'Haïti ne permettra jamais à un pays de l'occuper ou de préparer le terrain pour une occupation future. Les Haïtiens savent comment ils ont obtenu Haïti et ils savent comment protéger leur patrie. Pour comprendre cela, il faut connaître l'histoire d'Haïti et la célèbre révolution d'Haïti. L'histoire documentée d'Haïti remonte à 1492, lorsque Christophe Colomb, un colonisateur européen, débarqua sur une grande île de l'océan Atlantique occidental, plus tard connue sous le nom des Caraïbes. La partie occidentale d'Hispaniola, où se trouve Haïti, était habitée par les Taïnos et les Arawaks, qui ont nommé leur île Haïti. La couronne espagnole revendiqua l'île, la nommant la Isla Espanola, plus tard latinisée en Hispaniola. Au début du XVIIe siècle, les Français établirent Saint-Domingue du côté ouest d'Hispaniola, devenant ainsi un acteur clé dans le commerce atlantique des esclaves. Avant la guerre de 7 ans de 1756 à 1763, l'économie de Saint-Domingue se développa, stimulée par l'exportation de sucre et plus tard de café. Après que la guerre eut perturbé le commerce maritime, la colonie se développa rapidement. En 1767, elle exportait de l'indigo, du coton et 70 millions de livres sterling de sucre brut. À la fin du siècle, Saint-Domingue jouait un rôle significatif dans un tiers de l'ensemble du commerce atlantique des esclaves. Cependant, un moment crucial arriva. En 1791, les esclaves initièrent la révolution haïtienne, la plus grande et la plus réussie révolte d'esclaves dans l'hémisphère oriental initiée par des personnes esclaves en 1791. En 1803, ils avaient non seulement éradiqué l'esclavage, mais avaient aussi chassé la France de la colonie. Au XVIIIe siècle, Saint-Domingue, devenu Haïti, était devenue la colonie la plus prospère de la France, surpassant les revenus générés par l'ensemble des 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord pour la Grande-Bretagne. Cette richesse provenait principalement de la production d'îles de sucre, de café, d'indigo et de coton, tous cultivés par des travailleurs esclaves. La Révolution française en 1789 déclencha une situation complexe dans la colonie impliquant les planteurs blancs, les petits blancs et 3 groupes d'origine africaine, les Noirs libres, les individus esclaves et les fugitifs connus sous le nom de marrons. Alors que les planteurs blancs et les petits blancs plaidaient initialement pour l'indépendance en raison des tarifs élevés imposés par la France, ils sont restés fermes dans leur soutien à l'esclavage. En revanche, la population noire libre, comptant environ 30 000 individus, s'est inspirée des principes de la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution française. Les esclaves, atteignant près de 500 000, avaient une histoire de résistance, y compris diverses rébellions et actes de défiance contre leurs conditions de vie difficiles. Les événements en France ont déclenché des mouvements révolutionnaires en Haïti avec des leaders inspirés par la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution française. La guerre civile qui s'ensuivit impliqua les planteurs, les Noirs libres et les petits blancs. Cependant, la majorité noire esclave, influencée par les événements en France et dirigée par Toussaint Louverture, s'est rebellée en 1791, prenant le contrôle d'un tiers de l'île d'ici 1792. Malgré des affrontements violents entraînant d'importantes pertes, ils ont réussi à résister aux forces françaises et britanniques. Toussaint Louverture a étendu la révolution au-delà d'Haïti, en conquérant la colonie espagnole voisine de Santo Domingo d'ici 1801. Néanmoins, en 1802, Napoléon a envoyé le général Charles Leclerc pour capturer Louverture et rétablir la domination française et l'esclavage. Malgré la capture de Louverture et son transfert en France, Jean-Jacques Dessalines, un autre ancien esclave et l'un des généraux de l'Ouverture, a conduit les révolutionnaires à la victoire lors de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Le 1er janvier 1804, Dessalines a déclaré l'indépendance d'Haïti, en faisant le premier État noir au monde et la deuxième nation de l'hémisphère occidental, après les États-Unis, à obtenir son indépendance d'une puissance européenne. Maintenant, de nombreux Haïtiens voient l'intervention étrangère comme une tentative de réoccuper Haïti. C'est pourquoi nous assistons à une forte opposition au déploiement de troupes étrangères en Haïti. Qu'en pensez-vous ? Est-ce démocratique d'envoyer des troupes étrangères dans un pays contre la volonté du peuple ? N'est-il pas vrai que l'Occident souhaite récupérer Haïti, qui a été créé lorsque les esclaves se sont révoltés et ont établi le premier État noir ? Faites-nous part de vos réflexions sur le fait que ces troupes résolvent les conflits ou les exacerbent davantage. Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui,
Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de créer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez branchés.